Pendant plus de 30 ans, son nom, son visage, son histoire étaient inconnus. On l'appelait simplement la petite martyre de la 10. Retrouvée morte sur le bord de l'autoroute en 1987, cette fillette sans identité est restée un mystère absolu pour la France entière. Ce n'est qu'en 2017, grâce à l'ADN, que l'on découvre enfin qui elle était et l'horreur derrière son calvaire. Voici l'incroyable et bouleversante histoire d'Inas Touloub. Avant de continuer avec le développement de l'histoire de Inas Touloub, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires vraies à venir. On continue. Nous sommes le 11 août 1987. En ce matin d'été, 2 employés de la société Cofiroute effectuent une tournée de routine sur l'autoroute A10, près de la commune de Suèvre, dans le Loir-et-Cher. Le ciel est dégagé, la circulation fluide, rien ne semble anormal. Soudain, dans un fossé en contrebas de la chaussée, quelque chose attire leur attention. Un paquet, enroulé dans une couverture, gît sur le bas-côté. Intrigués, les hommes s'approchent. Ce qu'ils découvrent fige leurs gestes. À l'intérieur de la couverture, le corps sans vie d'une fillette, âgée d'environ 3 à 4 ans. Le choc est immense. Ils alertent immédiatement les gendarmes. Rapidement, les autorités bouclent le secteur. Les véhicules circulant sur la 10 ralentissent en voyant les rubans de sécurité et les gilets fluorescents. Les premiers constats laissent deviner l'ampleur du drame. L'enfant porte des vêtements simples, mais son corps présente de nombreuses blessures. Elle semble avoir subi de graves violences avant sa mort. Cette découverte, en plein été, sur une autoroute fréquentée, va bientôt bouleverser la France entière. L'enquête s'annonce complexe. Aucune disparition signalée correspondant à son profil. Pas de papier, pas de témoin direct. La fillette de la 10 devient, pour les médias et les enquêteurs, la petite inconnue de la 10. Ainsi commence l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de la fin du XXe siècle. Un dossier qui mettra plus de 30 ans à livrer une partie de sa vérité. Très vite après la découverte du corps, les gendarmes de la section de recherche de Blois arrivent sur place. Ils établissent un périmètre de sécurité et font appel aux techniciens de l'identité judiciaire. Chaque centimètre carré du fossé est inspecté. Des photos sont prises, les indices soigneusement collectés. Le corps est transporté pour une autopsie. Les médecins légistes font une constatation glaçante. L'enfant n'est pas morte accidentellement. Son corps présente des marques de violence répétées, certaines anciennes, d'autres très récentes. On relève des brûlures compatibles avec l'utilisation d'un fer à repasser, des morsures humaines sur le torse et les bras, des traces de coups, des fractures anciennes sur les côtes et les jambes, ainsi que des cicatrices anciennes au cou et au périnée. La fillette a subi des sévices sur une longue période. La cause de la mort est identifiée, un violent coup porté à l'abdomen, ayant provoqué une hémorragie interne. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute. L'enfant était victime de maltraitances sévères et répétées. La scène pose un autre mystère. Le corps était soigneusement enroulé dans une couverture. Cela pourrait indiquer que celui qui l'a déposé a voulu cacher le crime, mais aussi peut-être qu'il existait un lien affectif avec l'enfant. Les vêtements portés par la fillette ne portent pas de marque distincte permettant d'identifier son origine. Aucun sac, aucun papier, aucun jouet n'est trouvé sur place. Rien qui puisse donner un nom à cet enfant. Les gendarmes diffusent alors son signalement dans toute la France. Âge estimé, entre 3 et 4 ans. Cheveux bruns, teint mat, environ 1 mètre de taille. Mais aucune disparition d'enfant signalée à cette période ne correspond à ce profil. La petite inconnue de la 10 reste sans identité. L'affaire prend une dimension nationale. Les médias en parlent largement, et les enquêteurs se retrouvent face à un puzzle macabre, sans pièces manquantes pour l'instant. Dans les jours qui suivent la découverte du corps,
les enquêteurs de la gendarmerie multiplient les vérifications. Des centaines d'affiches avec le portrait robot de la fillette sont diffusées dans toute la France. Les médias surnomment bientôt l'enfant la petite inconnue de l'A10. Les auditions et les fausses pistes. Plus de 10 000 appels sont reçus dans les premières semaines. Chaque signalement est vérifié. Des familles pensent reconnaître un enfant disparu. Des voisins signalent des cas de maltraitance dans leur quartier. Mais aucune piste ne mène à une identification. Les gendarmes interrogent des dizaines de foyers, de familles d'accueil, d'assistantes sociales. Ils visitent les écoles maternelles de la région, à la recherche d'une enfant qui aurait disparu sans explication. Mais rien. Les hypothèses criminelles. Plusieurs scénarios sont étudiés. Un enlèvement suivi de sévices, un meurtre commis dans le cadre familial, un réseau de maltraitance organisée. Chaque hypothèse est creusée, mais les preuves manquent. Aucune alerte d'enlèvement n'avait été signalée. Aucun témoin ne se souvient d'une scène suspecte près de l'A10 ce jour-là. Une affaire qui s'enlise. À mesure que les mois passent, l'enquête piétine. Au début des années 90, les équipes changent. Les gendarmes se succèdent sur le dossier. Chaque nouvel enquêteur doit reprendre le travail depuis le début. Malgré les efforts, aucun élément nouveau ne permet d'avancer. L'affaire tombe peu à peu dans l'oubli médiatique, mais reste ouverte. Pour les gendarmes de Blois, il n'est pas question de classer ce dossier. Ils espèrent qu'un jour, une avancée scientifique ou un témoignage inattendu viendra briser le silence autour de la petite inconnue. À la fin des années 2000, la technologie médico-légale progresse considérablement. Les gendarmes de Blois décident alors de relancer l'affaire de la petite inconnue de l'A10 en utilisant les nouvelles méthodes d'analyse génétique. Reprise du dossier. En 2011, les scellés de l'époque sont réexaminés. Les vêtements de l'enfant, la couverture dans laquelle elle était enveloppée, les prélèvements biologiques effectués lors de l'autopsie, tout est analysé à nouveau. Les laboratoires identifient un profil ADN complet de la fillette. Cet ADN est ensuite comparé aux bases de données nationales. Aucune correspondance directe n'est trouvée dans un premier temps. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Ils demandent des recoupements plus larges, y compris sur les bases d'empreintes génétiques de personnes condamnées pour d'autres faits. Les premiers recoupements. En 2013, un premier espoir naît. Un profil génétique partiel correspondant à un lien de parenté possible est identifié. Il faudra encore plusieurs années pour confirmer ce lien et identifier les parents biologiques de l'enfant. Les progrès décisifs. En 2018, grâce aux progrès de la génétique et à l'élargissement des fichiers, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à une famille. L'enfant est enfin identifié. Elle se nommait Inas Touloub. Après plus de 30 ans, la petite inconnue de l'A10 a retrouvé son identité. Cette avancée redonne espoir aux enquêteurs. Pour la première fois, ils disposent d'un nom, d'une filiation et donc d'une piste concrète pour comprendre ce qui s'est passé en août 1987. Après des décennies d'enquête sans certitude, une avancée majeure survient en 2018 grâce au progrès de la science génétique. Des prélèvements ADN réalisés sur des vêtements et sur la couverture bleu sang du corps de la fillette sont comparés aux bases génétiques modernes. Ces comparaisons mènent à la découverte d'un lien familial. On identifie la fillette. Elle s'appelle Inas Touloub. Elle est née le 3 juillet 1983 à Casablanca. Son prénom circule désormais dans les médias, rétabli après plus de 30 années passées sous le nom de « Petite inconnue de l'A10 ». Cette identification permet de remonter jusqu'à la famille biologique. Les enquêteurs découvrent que la famille Touloub, d'origine marocaine, s'était installée en France. Le père, Ahmed Touloub, la mère, Halima El Bakhti, vivaient plus tard à Villers-Cotterêts,
dans l'Aisne. Inas avait été inscrite à l'école maternelle, mais elle ne s'y est jamais présentée après son inscription. Les parents avaient affirmé qu'elle avait été renvoyée au Maroc chez sa grand-mère. Aucune autre trace officielle de son existence en France après cette date. En juin 2018, la mère et le père d'Inas sont interpellés par les gendarmes. Ils sont mis en examen pour meurtre, recel de cadavres, violences habituelles sur mineurs de moins de 15 ans. Lors des gardes à vue, des aveux partiels émergent. Le père, Ahmed, reconnaît avoir constaté la mort de sa fille après son travail le 10 août 1987, mais affirme avoir ensuite parti vers le Maroc et ne pas avoir réalisé l'ampleur des violences. La mère, quant à elle, d'abord dans le déni, finit par évoquer des actes de violence qu'elle aurait exercés, parfois en disant « Quand je la tape, je deviens une autre. Je ne me reconnais pas moi-même, je l'aimais quand elle est née. » Entre 2022 et 2023, après de nouveaux examens ADN et des recoupements d'éléments recueillis dans l'entourage familial, la justice renforce les chefs d'accusation. La mère est renvoyée devant la cour d'assises du Loir-et-Cher pour actes de torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort. Le père est poursuivi pour complicité de ces actes. La Cour de cassation, le 25 septembre 2023, confirme le renvoi des parents devant la cour d'assises sous ses chefs d'accusation. La mère pour torture et barbarie ayant entraîné la mort, le père pour complicité. Même si l'arrestation des parents marque une étape cruciale, beaucoup de questions restent sans réponse. Qui a infligé quelle violence, à quel moment précis, et pourquoi l'enfant n'a jamais été vu à l'école après l'inscription? Le dossier attend désormais un procès, dont la date n'est pas encore définitivement fixée, mais pourrait avoir lieu entre la fin de 2025 et le début de 2026. L'identification d'Inas Touloub et l'arrestation de ses parents en 2018 relancent l'affaire après plus de 3 décennies d'énigmes. Mais le chemin judiciaire est long et complexe. Dès leur mise en examen, les parents sont placés sous contrôle judiciaire strict. La mère, Halima El Bakhti, est poursuivie pour actes de torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sur mineurs de moins de 15 ans. Le père, Ahmed Touloub, est renvoyé pour complicité, les juges estimant qu'il n'a rien fait pour empêcher les violences et qu'il a aidé à dissimuler le corps. Les avocats des 2 parents contestent les charges. Ils soulignent l'ancienneté des faits, l'absence de preuves directes reliant chaque blessure aux parents et demandent des expertises complémentaires. Malgré ces recours, en septembre 2023, la Cour de cassation confirme le renvoi des 2 parents devant les assises. Le procès, très attendu, devrait avoir lieu entre fin 2025 et début 2026 à Blois. Il sera l'occasion pour les magistrats, les enquêteurs et les experts d'exposer les 30 années d'investigation et pour la justice de déterminer les responsabilités exactes de chacun. Cette affaire a profondément marqué la France. Pendant plus de 30 ans, l'image de la petite inconnue de la 10 a hanté les journaux télévisés, les magazines de faits divers et même l'imaginaire collectif. Elle est devenue un symbole de la lutte contre les violences faites aux enfants et contre les maltraitances familiales. Des associations de protection de l'enfance rappellent régulièrement que ce drame souligne l'importance du suivi des enfants inscrits à l'école et des signalements de maltraitance. Cette affaire a contribué à sensibiliser les institutions sur les disparitions non déclarées et sur les enfants invisibles dans les systèmes administratifs. Aujourd'hui encore, plus de 35 ans après les faits, le nom d'Inas Touloub reste associé à un combat pour la vérité et la justice. La tenue du procès sera, pour beaucoup, l'ultime étape pour donner une voix à cette petite fille longtemps restée sans nom et sans visage. Plus de 35 ans
Après la découverte de la petite inconnue de la 10, l'histoire a enfin un nom, un visage, et bientôt, un procès. Ce chemin vers la vérité a été long et douloureux, mais il a permis de redonner une identité à une enfant qui avait été réduite au silence. L'affaire d'Inas Touloub est l'une des enquêtes les plus emblématiques de la justice française. Elle illustre à la fois la persévérance des enquêteurs, capables de relancer un dossier des décennies plus tard grâce au progrès scientifique, et la lenteur parfois frustrante du processus judiciaire. Elle pose aussi une question essentielle. Comment un enfant peut-il disparaître ainsi, sans que personne ne s'en inquiète? Cette tragédie rappelle que chaque signalement de maltraitance, chaque absence scolaire inexpliquée, chaque alerte doit être prise au sérieux. Le futur procès, attendu pour 2025 ou 2026, sera l'occasion pour la société française de rendre justice à Inas. Pour les proches, ce sera peut-être l'étape nécessaire pour faire leur deuil. Pour les citoyens, ce sera un rappel brutal que les violences intrafamiliales, lorsqu'elles sont ignorées, peuvent conduire à l'irréparable. En terminant ce récit, une image reste, celle d'une fillette au regard invisible, retrouvée au bord d'une autoroute par un matin d'été et qui aura attendu plus de 30 ans pour que son histoire soit racontée. Cette affaire est devenue un symbole, un avertissement et un appel à la vigilance collective. Si cette histoire vous a captivé, pensez à liker la vidéo, à laisser votre avis en commentaire et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur la chaîne.